Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau décor et surtout un nouveau livre. Alors, j'ai décidé de vous présenter L'urgence africaine de Kakono Bukpo, que j'ai lu il y a déjà quelques mois, sinon pour dire déjà une année. Euh, Kakono Bukpo, je l'ai découvert il y a quelques années, justement par ces conférences et des ateliers qu'il organise. Je ne l'ai pas encore rencontré, je n'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer, mais je le suis et je suis en connexion, comme on dit, avec lui pour le fait qu'on partage ensemble un groupe de réflexion qui est le groupe Initiative Afrique, dont il est membre également. J'aurai le temps de vous en dire plus si vous le souhaitez. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au Think Tank, qui est un groupe de réflexion panafricain de leaders, d'entrepreneurs et d'hommes et femmes de la société civile africaine qui ont à cœur les enjeux de développement du continent. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2017 où j'ai été invité pour faire une conférence pour animer une communication à l'occasion de la quatrième conférence internationale du groupe qui se tenait à Yamoussoukro. Et donc, depuis ce temps, je suis resté engagé. Et donc, vous allez voir, on organise régulièrement des webinaires pour discuter avec les jeunes sur des questions cruciales pour le développement du continent africain. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors, je vous partage l'urgence africaine qui est sortie aux éditions Odile Jacob. Et l'auteur, c'est un économiste, professeur avec respect, je l'appelle, parce qu'il a une carrière universitaire aussi et il a occupé de grandes responsabilités, notamment des fonctions ministérielles dans son pays au Togo, mais aussi dans le secteur de la recherche scientifique. Il est très engagé, il a eu beaucoup de production. Il continue justement son engagement au service actuellement de l'UEMOA qui est Union économique monétaire ouest africaine. Et donc, dans l'urgence africaine, justement le titre de ce livre, l'auteur revient sur les enjeux du continent. Il fait le constat, comme nous tous, que c'est déplorable de chaque fois parler de croissance africaine. Dans nos pays, c'est ce que vous allez remarquer, les ministres de l'économie et des finances, ils disent souvent on a de la croissance cette année. Ok. On est d'accord sur le fait que sur des indicateurs macro, on puisse voir que c'est positif. Et ce que l'auteur déplore, c'est que ce n'est pas la réalité des milliers de populations, notamment les jeunes qui sont sans emploi, notamment les entrepreneurs qui ont du mal à se trouver des repères, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et ça fait partie des sujets sur lesquels cet ouvrage est revenu. Mais plus loin, parler de la question de la monnaie parce que l'enjeu du franc CFA, vous savez tout ce qu'il y a autour, et donc Kakono Bukpo fait partie des personnes, là, des intellectuels africains qui, au quotidien, ramènent la nécessité de comprendre les mécanismes de la monnaie et aussi surtout la nécessité d'aller vers de nouveaux modèles. Et justement, il a fait un colloque à Lomé qui a réuni beaucoup d'universitaires mais aussi des entrepreneurs pour véritablement discuter à bâton rompu de cette problématique du franc CFA. Malheureusement ou heureusement, ce sont des questions taboues parce qu'on considère que ce n'est pas des sujets qui doivent être apportés des profanes. Ça c'est vrai, mais en fait ça reste une problématique économique qui engage notre développement. Donc du coup pour nous, c'est véritablement important de pouvoir comprendre les mécanismes monétaires, notamment les enjeux actuels
de la monnaie qu'on utilise dans la zone Afrique de l'Ouest, donc notamment le franc CFA. Il y a eu toute une vague de tentatives ces dernières années de passer à la monnaie unique CEDEAO-ECO. Je pense qu'on est encore très loin de réaliser cela parce qu'évidemment, il y a toute une problématique de non-conformité entre les économies et je n'irai pas plus loin vers les thématiques plus techniques vu que l'enjeu de ces partages que je fais, c'est vraiment toucher le maximum de personnes, pas uniquement des professionnels d'un certain niveau, mais aussi des personnes qui juste sont des citoyens et qui ont envie de mieux comprendre et qui ont cette passion-là de découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est pas récemment publié comme j'ai dit, mais c'était important qu'on puisse savoir des intellectuels africains qui écrivent et qu'on puisse partager leurs réflexions au quotidien. C'est très apprécié, moi personnellement, quand je lis de ces publications de nos aînés, ça m'élève justement, ça me permet moi de mieux comprendre les enjeux parce que je me considère jeune, professionnel, entrepreneur, auteur et donc c'est important de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les institutions en Afrique, comment fonctionnent justement nos organisations sous-régionales et aussi surtout les idées de ces aînés-là. Donc ça a été un véritable plaisir de lire l'urgence africaine changeant le modèle de croissance. Il appelle à changer le modèle de croissance justement parce que la croissance qui nous dit que c'est une croissance à 2 chiffres, donc waouh, on est content, alors que le panier de la ménagère est presque vide, alors que les jeunes sont dans des situations complexes, eux, à leur niveau, et surtout quand vous êtes habitué à aller dans les milieux ruraux en Afrique, vous vous rendez bien compte que ces populations-là ne savent pas, ils ne ressentent pas la croissance à 2 chiffres. Ils ne ressentent pas la croissance de 10%, ils ne ressentent pas la croissance de 11%. Et même si la croissance, parfois, en majorité, c'est vrai dans certains pays africains, autour de 8, 6, 7, 8% jusqu'à 10 la limite, toujours est-il que les populations sont dans des conditions vulnérables. Et donc, Kakonou Bokpo, au regard de ses expériences, a décidé justement de partager des réflexions sur des enjeux majeurs. Et je voulais partir du contenu et vous présenter l'ouvrage. Mais la meilleure manière pour vous de le découvrir et d'en savoir plus sur le contenu, c'est d'aller le chercher. Dans les librairies, c'est disponible. Et s'il n'y a pas rupture du stock, c'est toujours disponible. Et au cas où vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'informer, à me laisser un message. Où est-ce que vous trouvez cette vidéo? Et puis voilà, on trouvera des mécanismes. Je pourrai voir avec le professeur si c'est toujours disponible pour vous indiquer où la voir et comment. Donc, juste le menu, c'est un ouvrage assez instructif, dense, on va dire, mais il a fait un effort d'aller vers le profane. Il n'est pas resté dans une logique de scientifique pour produire cet ouvrage. Il a vraiment essayé de faire un effort d'aller dans un langage terre à terre et c'est compréhensible. Si vous avez un niveau minimum, vous pouvez lire et comprendre les enjeux. Donc, volumineux en ce sens que ça fait alors 235 pages au total et donc il y a au-delà du chapitre introductif, un premier chapitre sur l'Afrique, laboratoire du néolibéralisme. Donc, tous les enjeux de l'économie de développement néolibéral partis du consensus de Washington, les programmes d'ajustement structurel sur le continent africain. Il est revenu sur l'historique. Pourquoi est-ce qu'à un moment, nos économies africaines effritées étaient obligées d'adopter les nouveaux modèles imposés
par les institutions de Bretton Woods pour pouvoir nous relancer, parce qu'on sortait dans cette période-là d'une crise, sinon de plusieurs crises majeures, et il était important, vu le besoin de financement de nos économies, il était important de changer de modèle, et on a été vers les programmes d'ajustement structurel. L'insuffisante prise en compte de la réalité sociale en Afrique, et ça c'est un combat quotidien que nous menons avec d'autres acteurs pour que quand on pense des politiques économiques, on puisse les penser avec les populations et non sans elles et non contre elles. Et donc, le deuxième chapitre de ce livre parle des faux semblants de l'émergence. Et j'en parlais tout à l'heure, les faux semblants de l'émergence, c'est ne pas se fier aux croissances économiques pour penser que tout va bien, ne pas se fier au manque aussi de statistiques parce que c'est un problème pour nous dans nos économies, dans nos pays. On n'arrive pas encore à structurer, à quantifier tous les niveaux de développement. C'est dans pratiquement tous les secteurs parce qu'on a une économie qui est à majorité informelle et donc on n'arrive pas à quantifier. Donc dans ce chapitre, le deuxième, Kakonou Bokpo a parlé de la gouvernance en manque de statistiques. Il a parlé des indicateurs des institutions de Bretton Woods. On a parlé des PAS tout à l'heure. Et donc, quels sont les indicateurs? Les États qui ne veulent pas savoir. Le retour de la planification en Afrique, un besoin important. Planification stratégique. Quel est, par exemple, au Bénin, le Bénin que nous voulons dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années? Quelle est l'Afrique que nous voulons dans un échelon de 30, 50, pourquoi pas 100 ans? Et ainsi de suite. Les exercices de la prospective. Est-ce que, quand on parle de prospective aujourd'hui en Afrique, est-ce qu'il s'agit uniquement de procédures de consultation, mais sans vote? Le chapitre 3 parle de l'agriculture africaine, qui m'a beaucoup intéressé justement parce que pour ceux qui le savent, je suis agronome de formation, de profession. J'ai fait une formation de Bac plus 5 dans ce secteur. Et donc, du coup, j'ai aussi travaillé dans ce secteur en appui aux coopératives agricoles, en appui aux organisations professionnelles agricoles. J'ai travaillé à Parakou, à Natitengu, dans beaucoup de communes au nord Bénin. Et j'ai aussi travaillé au niveau de la plateforme nationale des organisations de producteurs agricoles au Bénin, qui est à Cotonou, qui est l'interlocutrice directe justement entre les producteurs du Bénin et le ministère de l'Agriculture pour les politiques agricoles, mais aussi pour la structuration des acteurs du secteur agricole. Parenthèse fermée. Donc, dans ce chapitre sur l'agriculture, Kakonou Bokpo a parlé de l'Afrique rurale, qui est dans une situation de pauvreté et d'isolement. Très souvent, les politiques publiques ne touchent pas cette cible-là, malheureusement. La même base sur l'or de Pangalam, c'est une région dans son pays et donc il a parlé d'une situation que vivent les populations justement dans cette zone. Le cas de l'uranium et de l'or au Niger aussi, parce que le contraste est clair, souvent on se retrouve dans des zones où les populations, le sous-sol de ces territoires-là est riche, mais les populations autochtones sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles ne bénéficient pas de cette économie, elles ne bénéficient pas justement des avantages de cette ressource du sol et du sous-sol, malheureusement. Donc, il a parlé du cas du Niger. Pour faire corps avec l'actualité, il y a toute cette situation actuellement en cours au Niger, notamment le coup d'État et aussi la volonté des militaires au pouvoir de changer de modèle. Actualité oblige, je fais la parenthèse. Les flux financiers illicites, prédation financière, il a également parlé du dossier coton, l'emblème de la grande hypocrisie internationale, parce que le secteur agricole ne se limite pas qu'au secteur du coton,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de dynamique dans ce secteur, mais on ne va pas le manger, le coton. Et donc, c'est important de voir aussi dans une perspective de changer de modèle, penser justement aux promotions des cultures vivrières qui puissent nous permettre davantage, au moins d'assurer notre autosuffisance alimentaire. Donc, c'est très bien d'avoir des statistiques sur le coton et d'avoir de grandes productions, mais en réalité, ça reste une problématique pour les acteurs de savoir comment est-ce qu'on structure davantage, notamment la transformation aussi, qui est un enjeu primordial. Donc, à part cela, il a également parlé de la démographie et des migrations, la peur du noir. Partout dans les régions, que ce soit en Afrique, mais plus poussé en Europe, il y a cet enjeu des migrations. Et c'est pas facile. Demain, combien de migrants? C'est un titre de ce chapitre. Les tendances de migration dans le monde, les déterminants des migrations dans le monde, l'impact des transferts de fonds des migrants. Ça, c'est un vaste sujet sur lequel il y a beaucoup à dire parce que, selon les statistiques, c'est vrai que les migrants, donc les nationaux africains qui sont soit en Europe ou ailleurs, les flux monétaires, ils envoient plus d'argent que l'aide au développement. Et ça, c'est des statistiques qui l'ont prouvé. Parce que chaque fois qu'on fait des opérations monétaires, c'est enregistré. Donc à un moment, les gens ont établi des bilans statistiques qui ont prouvé que c'est important l'argent que la diaspora envoie en Afrique pour soit soutenir les familles ou soit pour lancer et faire fonctionner des entreprises. Donc, sur la migration, on boucle le 4. Le chapitre 5 parle du mythe du grand marché africain et donc la fin des frontières héritées de la colonisation. Il y a un réel sujet sur l'intégration régionale. On est encore très loin de pouvoir mutualiser les économies sur le continent. Et donc, parce qu'on est fractionné entre micro-États, micro-pays, et on a du mal à commercer entre, par exemple, le Bénin et le Togo, entre le Bénin et le Nigeria, entre Cotonou et Dakar, c'est compliqué. Et donc, il y a ce besoin réel de travailler pour rendre concret les flux d'échanges justement entre les pays africains et casser justement les barrières de frontières. Et ça fait partie aussi des éléments de mon intervention quand j'intervenais à la conférence du groupe Initiative Afrique pour dire que les jeunes ont davantage besoin de cette intégration parce que cela leur permettrait de casser les barrières de frontières, d'aller dans les universités, d'aller se faire former à travers des modèles d'Erasmus comme on en trouve ailleurs qui puissent permettre d'ouvrir la science et de permettre aux jeunes de pouvoir donc aller se nourrir et aller apprendre de nouvelles choses, notamment la science, la technologie, le numérique, dans les universités qui ont l'expertise. Parce que sans l'intégration, ces jeunes sont cantonnés dans leur pays et ne peuvent pas bouger, ne serait-ce que pour aller acquérir du savoir nouveau. Et donc, la question du franc CFA a été aussi élaborée dans le chapitre 6, la transformation structurelle vers une économie arc-en-ciel en Afrique. Donc, dedans, en termes de contenu, et ça c'est le chapitre 7, il a parlé des moteurs de la transformation structurelle, les conditions pour l'industrialisation sont-elles réunies, et vous allez découvrir beaucoup d'enjeux, notamment l'énergie, les matières premières, parce que j'ai eu à travailler dans le secteur de l'anacarde. Je sais qu'il y a des usines de transformation qui ont été fermées parce que, n'ayant pas pu avoir la matière première, notamment les noix de cajou, pour transformer. Parce qu'une usine de transformation, au-delà d'un certain prix d'achat de la noix, n'est pas rentable. Parce que le prix du marché est connu et donc quand vous prenez la matière première à un prix plus élevé que vous ne devriez le prendre, vous ne pouvez pas vendre parce qu'autrement vous n'êtes pas rentable. Et donc il y a un réel enjeu sur les conditions. Les acteurs font quand même beaucoup de choses, notamment au Bénin. Il y a la zone industrielle de Glodibé qui est en train d'avoir une pleine extension
actuellement. Et il y a des accords avec beaucoup d'industriels qui réussissent à s'installer progressivement. Il y a d'autres usines aussi un peu partout dans le pays. Je fais un focus sur le Bénin parce que c'est mon pays d'origine et voilà. Et donc, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de dynamique aussi dans les autres pays du continent africain. Ressources cognitives et entrepreneuriat numérique, ça a aussi été un sujet. Et donc, c'est sans évoquer toute la vague d'aller vers le numérique, les potentialités et les différents acteurs de l'écosystème. Comment est-ce qu'on peut promouvoir une nouvelle économie par les services à travers le numérique. Et donc, le chapitre 8, un sujet qui va intéresser plus dans France-Afrique, y a-t-il un économiste dans la salle? Et donc, il a parlé de beaucoup d'enjeux, mais il nous ramène à la problématique qui est essentielle, c'est que notre souveraineté africaine dépend des Africains. Et c'est sur tous les enjeux. Et c'est clair que ce n'est pas une économie extravertie tournée vers l'extérieur qui va permettre le développement endogène et local. Donc, il nous faut nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos ressources, sur nos forces, sur nos potentialités pour transformer nos économies. Et donc, voilà, par la fin, il a conclu par les dynamiques de la prospérité africaine. Donc, j'ai décidé de vous lire juste quelques extraits du chapitre 5 qui parle du mythe du grand marché africain. Parce que c'est une réelle problématique. On a, à cause du défi démographique, une pleine expansion de nos populations en Afrique qui font effectivement penser que le marché est vaste, mais les acteurs économiques n'ont pas le niveau financier en majorité nécessaire pour pouvoir justement constituer ce marché. Donc quelque part c'est un mythe, on est d'accord ou pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et ce sera un plaisir de continuer les conversations avec vous. Alors, le débat actuel relatif à l'émergence des pays africains se déroule pour l'essentiel dans un univers hors sol. Sans la prise en compte de l'espace pertinent pour cette émergence et des notions de territoire et de frontières. En particulier, le principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation est-il compatible avec l'émergence africaine telle qu'envisagée par l'agenda 2063 de l'Union africaine? L'intégration sous-régionale est-elle la panacée? Si oui, un tel processus peut-il se résumer à la recomposition de territoires fragmentés du fait de l'aventure coloniale? Quid des logiques d'acteurs, des comportements d'adaptation, de négociation, de co-construction des populations concernées? On verra ici que la thèse du grand marché africain et la propagation du mythe historique de l'unité africaine précoloniale sont insuffisantes pour justifier la nécessité d'une intégration africaine porteuse de prospérité partagée pour les populations. Et pour aller plus loin en termes de contenu, intégration, la fin des frontières héritées des colonisations, l'artificialité des frontières africaines en question. Donc c'est beaucoup d'éléments de contenu. Je ne vais pas lire pour vous demander justement d'aller le chercher, d'aller lire cet ouvrage si ces enjeux vous intéressent. Les frontières africaines dans un temps long, les frontières et identité, l'affirmation d'un nationalisme d'en bas. Plus loin, frontières et intégration, une équation impossible à résoudre, c'est une interrogation, et avec beaucoup d'exemples de faits concrets, parce que Kako Nubukpo est un économiste, et donc il a beaucoup apporté des éléments de chiffres, de statistiques, pour montrer les flux commerciaux, les enjeux surtout
et en termes de projection, comment est-ce qu'il faut désormais penser nos économies dans un système ouest africain sous-régional pour qu'on puisse profiter de nos mutualités et construire des économies plus fortes et qui puissent être justement le socle du développement pour même des acteurs ruraux qui, comme j'ai dit, sont la plupart du temps les grands absents des sujets de développement. Est-ce que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour aller lire cet ouvrage? Allez le chercher dans votre librairie, dans la librairie la plus proche. Si vous cherchez, vous ne trouvez pas, contactez-nous et je saurai comment vous aider dans une certaine mesure à l'avoir. Et donc, c'était José Abel Arododé, découverte du livre L'urgence africaine, changeant le modèle de croissance du professeur Kakono Bokpo. Qui suis-je? Je suis un jeune passionné des sujets de développement. Je suis agronome de formation. Je suis auteur. Je suis tout ce que vous voulez. Je suis engagé. Merci et à la prochaine.